Alors vous êtes le premier homme politique avec Chevènement, vous êtes engagé contre la guerre en Irak. Ah, tout à fait. Pourquoi? Eh bien, j'ai été contre la guerre d'Irak dès le début. Et je tiens à préciser que je ne connaissais pas un seul Irakien. Mais que l'analyse de la situation internationale dans cette région me faisait penser que les problèmes ne pouvaient être résolus, surtout après la terrible guerre Iran-Irak, dans laquelle il faut bien reconnaître que l'Irak avait été instrumentalisé par les Occidentaux et par les monarchies pétrolières. Et que je trouvais que le sort qui était fait à l'Irak était injuste, et que, dans tous les cas, ce n'était pas par la guerre qu'on pouvait résoudre le problème. J'ai donc été un adversaire résolu de la guerre, à la première et la deuxième fois. D'autant que je m'étais rendu en Irak, et que, tenant compte du fait que je n'avais pas été en faveur de la guerre, le président Saddam Hussein m'avait remis 60 badges européens pour les ramener en Europe, pour les ramener en France, avec un avion d'ailleurs de la compagnie irakienne. Et donc à la suite de ça, j'ai rencontré le président 2 ou 3 fois, et nous avons échangé un certain nombre de points de vue, et moi je pensais que l'Irak, j'ai beaucoup moins fréquenté Saddam Hussein que Chirac, hein. D'ailleurs on disait à un moment donné, Chirac, ça s'écrit CH''IRAK, n'est-ce pas? Bon. Je pensais que nos pays étaient complémentaires. Nous avions ce que... nous n'avions pas ce qu'avait l'Irak, c'est le pétrole, et nous avions ce que l'Irak n'avait pas, c'est-à-dire des produits agricoles, etc. Donc nous avions des économies complémentaires, et puis nous avions des affinités. Par exemple, le doyen de la fac de droit de Bagdad était un camarade de faculté de Martinez, et le doyen de la faculté de Babylone avait été un militant du Front National à Montpellier. Nous avions donc des affinités. Et alors pendant la guerre, ce qui a été affreux, en outre la guerre et la destruction, ça a été le blocus. Et là, Janie, ma femme, et un certain nombre de gens ont fondé SOS Enfants d'Irak, qui a essayé d'aider ce pays. En quelle année c'était fondé? C'était, je ne sais pas exactement, c'est entre les deux guerres que ça a commencé. Hein, voilà. Quelques années. C'est ça. Ça dure toujours. Et maintenant, c'est-à-dire que maintenant, l'aide sociale que l'on apporte, c'est dans les camps de réfugiés irakiens qui se trouvent en Jordanie, à la frontière jordanienne. Et on apportait notamment du matériel médical spécial pour les enfants, et puis des objets divers. Moi, je me suis fait confisquer. Nous avions apporté du matériel scolaire. C'était extrêmement symbolique par rapport aux besoins. Évidemment, nous n'avions pas la taille d'un État, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis fait confisquer des crayons pour les enfants, sous prétexte qu'il y avait des mines de graphite, et que le graphite, ça servait à faire des bombes atomiques. C'est vous dire que ça... Mais il faut savoir quand même qu'il est mort 1 million. 1 million d'enfants. Vous faire des petits terroristes, en fait. 1 million, oui, c'est ça. 1 million d'enfants en Irak par le blocus anglo-américain. Et le groupe du Front National au Parlement européen est intervenu pratiquement à toutes les 2 sessions pour dénoncer ce scandale. Et je dois dire qu'un arbre se juge à ses fruits quand on voit le résultat de la politique anglo-américaine en Irak. Mais c'est à pleurer. C'est quoi la situation en Irak aujourd'hui? C'est effrayant. C'est la guerre civile, et c'était la guerre civile prévisible, puisqu'il y avait 3 composantes, vous savez, en Irak, et que, c'est vrai, sous une poigne très dure, comme c'est le cas dans ce genre de situation, eh bien, les Kurdes, les sunnites et les chiites faisaient un État respecté, respectable, moderne, qui avançait vers l'avenir. Pourtant, Saddam Hussein, finalement, si les Irakiens n'étaient pas plus heureux qu'aujourd'hui. Ah, j'étais plus heureux, à mon avis. Je pense que si on faisait un référendum et qu'on demandait aux Irakiens
s'ils sont maintenant plus malheureux qu'ils n'étaient sous Saddam Hussein, je suis certain qu'ils diraient qu'ils sont plus malheureux, car hélas, ils n'ont peut-être pas vu le bout de leur peine, puisque je crois que hier, rien que hier, il y a eu 200 morts par les attentats, n'est-ce pas? C'est effrayant. Alors, le désordre institué dans cette région, et surtout les menaces qui pèsent sur la paix, puisqu'on parle éventuellement d'attaquer l'Iran, etc., je suis aussi qui porte cette responsabilité selon vous? Moi, à mon avis, est responsable en Irak? À mon avis, ce sont les États-Unis qui ont pris l'initiative d'aller déstabiliser un pays sous des faux prétextes, n'est-ce pas, et soi-disant pour y importer la destruction massive. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive, la démocratie. Il n'y avait pas de relation avec Al-Qaïda, et il leur apportait la démocratie. Mais la démocratie dans ce pays, telle qu'elle est pratiquée, c'est le désordre, l'anarchie, le chaos et la mort. Par conséquent, il n'y a pas pire dans un pays que le désordre. Il vaut mieux un ordre injuste qu'un désordre sanglant, si vous voulez. Vous êtes aussi le seul homme politique avec Jacques Chirac à avoir rendu hommage à Yasser Arafat. Oui, mais Arafat, le chef de la Palestine, j'ai toujours affirmé que la Palestine avait un droit immémorial à l'existence, à un territoire et à une patrie. Alors, les Nations Unies ont décidé d'accorder une partie du territoire à Israël, mais le conflit se perpétue à cause, selon moi, de la politique de colonisation. Si Israël, comme je le pense, devrait se maintenir dans ses frontières, Israël a droit aussi à la sécurité, et à une sécurité garantie même par les Nations Unies et la pression internationale. Mais il faut dire que le peuple palestinien est maintenu dans un état de misère, de peur et de violence qui ne peut pas ne pas toucher les âmes justes. Vous êtes aussi pour le nucléaire civil en Iran. Alors pourquoi l'êtes-vous déjà? Et pourquoi, selon vous, les autres politiques ne le sont pas? Écoutez, voyons, l'Iran est un grand pays. C'est une grande civilisation. C'est un pays qui a le droit au développement scientifique, technologique et économique. On ne voit pas au nom de quel principe de droit international on pourrait empêcher l'Iran de se doter de l'énergie nucléaire, ni même, et je dis dans une conférence de presse internationale, ni même de l'arme nucléaire, puisque ses voisins l'ont aussi, que ce soit le Pakistan, l'Inde, la Chine, même la Corée du Nord, Israël. Bon, alors la réponse des Iraniens est de dire, ben écoutez, il n'y a qu'à désarmer les autres, et on se trouvera sur un pied d'égalité. Alors j'ai simplement dit, je n'ai pas soutenu la politique iranienne, les Iraniens n'ont pas besoin de moi pour soutenir leur politique, mais j'ai rappelé quels étaient les principes du droit international, qui s'appliquent aussi aux Iraniens, comme à tout le monde. Par esprit de justice. Oui, et finalement, si les Iraniens avaient aussi... Et vous me demandez la raison pour laquelle les Américains étaient là-bas. Ça tient en un mot, ça s'appelle pétrole. Or, c'est le mot qui n'est jamais prononcé quand on parle de ces pays-là. C'est pétrole. Ah, essentiellement ça.